Eh bien, bonjour à tous. C'est le deuxième épisode des Berceuses occultes, un dérivé du podcast de l'au-delà où je vous accompagne vers le sommeil en vous berçant de ma douce voix et de mes connaissances sur l'occulte, la magie et les sciences oubliées du passé. Donc, dans le dernier épisode, on avait entamé l'étude du dictionnaire infernal de Jacques-Auguste Simon Collin de Plancy. Je m'étais concentré sur les démons contenus dans le dictionnaire infernal, et on en avait vu quelques-uns. Et cette fois-ci, aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser aux adeptes de l'occulte, aux magiciens, aux différentes reliques, aux objets occultes et aux différentes pratiques de ces adorateurs du mal. Et encore une fois, le dictionnaire infernal est riche dans ce domaine. Il y a beaucoup à traiter. Et puis, on va qu'effleurer le sujet, et ça commence maintenant. Je me souviens à l'époque avoir ouvert le dictionnaire infernal, et puis la première description m'avait quand même frappé. Il s'agit de celle de Aaron, un magicien du Bas-Empire qui vivait du temps de l'empereur Manuel Comnène. On compte qu'il possédait les clavicules de Salomon, qu'au moyen de ce livre, il avait à ses ordres des légions de démons et se mêlait de nécromancie. Et ça, c'est quand même assez frappant parce que, tout comme lui, je possède les clavicules de Salomon. Et malheureusement, pour ma part, je ne contrôle pas des légions de démons. On lui fit crever les yeux, après quoi on lui coupa la langue, et ce ne fut pas là une victime de quelque fanatisme. On le condamna comme un bandit. On avait trouvé chez lui, entre autres abominations, un cadavre qui avait les pieds enchaînés et le cœur percé d'un clou. Alors là, vous voyez quand même, ça ne plaisante pas. On a ici quelqu'un qui semble s'adonner à l'occultisme de façon assez dévouée. Jeannette d'Abadie, jeune fille du village de Cibourg ou Cibourreau, en Gascogne, de l'encre Pierre pour les intimes, dans son tableau de l'inconstance des démons, raconte que la jeune d'Abadie, dormant un dimanche pendant la Sainte Messe, un démon en profita pour l'inviter au sabbat. Bon, normalement, le sabbat n'est pas vraiment pratiqué le dimanche, mais bon, il est d'ailleurs écrit que le dimanche est un temps où les démons ont très peu de joie. Bref, elle trouva au sabbat grande compagnie, vit que celui qui présidait avait 2 visages, comme Janus, remarqua des crapauds royalement vêtus et très honorés, et fut scandalisé des débauches auxquelles se livraient les sorcières. Du reste, elle ne fit rien de criminel et retourna chez elle sans histoire. Plus tard, il paraît que le bon curé, à qui elle confessa son aventure, lui fit comprendre en vain les dangers qu'elle avait courus. Elle retourna au sabbat et fit sans scrupule tout ce que Satan et ses représentants lui conseilla de faire, se disant en elle-même qu'en faisant le mal prescrit, elle n'était pas responsable. Bon, il y a fort à parier que la chair d'âme a été brûlée après. Cette histoire provient d'ailleurs des écrits de Pierre de l'Ancre. C'était un magistrat français né à Bordeaux en 1553. Il est surtout connu pour avoir participé à un épisode de chasse aux sorcières dans le Labour, au Pays basque. C'est le créateur du mythe du sabbat des sorcières. Son œuvre a grandement contribué à véhiculer à travers le temps la caricature fantasmée de la sorcière séductrice dansant nue et pactissant avec le diable. Un peu le classique de la sorcière chevauchant un balai dans la nuit. Tout ça pour dire que quand je pense à Monsieur de l'Ancre, je pense immédiatement à la magistrale gravure réalisée de main de maître par un Polonais du nom de Jean Legrain, baptisée La Description
et figure du sabbat des sorcières, qui figurait justement dans l'un des ouvrages de Monsieur de Langres. Une œuvre riche en détails. J'ai d'ailleurs une reproduction laminée dans mon salon. C'est une gravure qu'on peut passer beaucoup de temps à contempler. Elle est riche en détails, comme je disais. Il y a entre autres un souper, une table dressée où se trouve une dizaine de créatures démoniaques. On parle ici de démons avec des ailes qui semblent être des ailes de libellules. Certains possèdent des têtes d'animal, comme des têtes de bouc. Et puis d'autres images un peu plus loin où on voit une sorcière qui semble littéralement déchirer un crapaud en deux. Et on voit aussi des sorcières qui s'adonnent à la musique, accompagnées encore là, de démons à tête de bouc. On se mentira pas. Dans l'ensemble, c'est quand même assez festif. Il y a beaucoup de danse et de cérémonies. Et on voit le classique des sorcières sur des balais. Ici, rendus de façon ridicule. Ils sont littéralement nu-fesses sur leur balai. Et puis, c'est très, très... je vous conseille d'aller la voir sur les internets. C'est une toile, une gravure, excusez-moi, sublime et remplie de détails. Ça vaut le coup d'œil. Adalbert, hérétique qui fit du bruit dans la Gaule au 8e siècle, il est regardé par les uns comme le plus habile faiseur de miracles et par les autres comme un grand kabbaliste. Il distribuait les rognures de ses ongles et de ses cheveux, disant que c'était de puissants préservatifs. Il contait qu'un ange venu des extrémités du monde lui avait apporté des reliques et des amulettes d'une sainteté prodigieuse. C'était un bullshiteux. D'ailleurs, on dit même qu'il consacrait des autels à lui-même et qu'il se fit adorer. Mais bon, finalement, comme le dit le dictionnaire, son petit succès n'a pas duré éternellement. Et finalement, il a été arrêté et mis en prison. Et puis, il passa le reste de ses jours là-bas jusqu'à sa mort. Ici, on parlait d'objets occultes, avec les rognures d'ongles et les cheveux qui étaient vendus comme amulettes portant bonheur ou avec des propriétés magiques. Puis c'est intéressant parce que ça, c'est quelque chose qui est très récurrent dans le dictionnaire infernal. Ce genre de reliques interdites ont toujours été hautement convoitées par les adeptes de l'occulte. C'est bien compréhensible. Et parlant de récurrence, justement, vous avez remarqué probablement l'omniprésence du crapaud. Ils ont justement une grande place dans la sorcellerie. Les sorcières les ont toujours appréciées grandement. On ne se rend pas au sabbat sans avoir sous la main un crapaud, paraît-il. Et d'ailleurs, un peu plus tôt, on en avait parlé, Jeannette Abadie avait révélé avoir vu des crapauds richement vêtus et dansant lors d'une cérémonie occulte. On dit que les sorciers et les sorcières portent très souvent des crapauds à leur épaule, mais que ceux-ci sont invisibles des non-initiés. En fait, si on ne participe pas à des activités occultes, on ne peut voir le dit crapaud. Et le crapaud me ramène justement aux objets occultes, parce qu'en fait, lui, il est la source d'un des objets les plus désirés de l'époque, et j'ai nommé la crapaudine. Principalement utilisée au Moyen Âge, elle doit son nom à la croyance qu'elle provient du crâne des crapauds. Ce dernier était censé régurgiter la dite pierre lorsqu'on agitait devant lui un chiffon de couleur rouge. Il était quand même assez commun qu'on enchâsse la pierre dans divers bijoux afin de leur conférer des propriétés magiques. Elle était censée, entre autres, protéger contre la peste bubonique et diverses morsures d'animaux. À une certaine époque, les médecins croyaient même qu'elle permettait d'offrir une résistance au venin. Et d'ailleurs, ses effets différaient selon l'endroit du corps où on la portait. Ce que je trouve particulièrement intéressant avec la crapaudine, qui se surnomme aussi la buffonite,
C'est sa réelle origine. En fait, c'est une pierre précieuse formée par la fossilisation d'une dent de poisson. Un poisson qui est d'ailleurs éteint aujourd'hui. C'était un genre de poisson osseux aux nageoires rayonnées. C'était une espèce qui vivait à l'époque du Jurassique inférieur. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que les objets occultes m'ont toujours fasciné. Et quand justement je pense aux crapaudines, le premier objet qui me vient en tête est certainement la couronne de Charles IV que celui-ci portait lors de son couronnement. On peut voir sur celle-ci deux crapaudines enchâssées. Malgré tout, hein, l'intérêt pour les objets occultes ne se démode pas, hein, même à notre époque, avec l'avancement des sciences et tout, c'est toujours autant, il y a toujours autant d'intérêt, hein, parce qu'il faut dire que ça capture l'imaginaire. Hein. On vient jouer bien sûr avec des cordes sensibles de croyances tout à fait différentes. Hein. Et je pense à des objets comme par exemple le miroir hanté du capitaine Smith, hein, vous savez, le capitaine du Titanic. C'est une relique qui existe toujours aujourd'hui, qui capte l'intérêt des adeptes du paranormal et des forces occultes. On dit du miroir que chaque année, à l'anniversaire justement du naufrage du Titanic, le visage du capitaine apparaîtrait. C'est du moins ce que sa femme disait plusieurs années après la tragédie. Hein. Aujourd'hui, le miroir se trouverait à Las Vegas, dans un musée baptisé The Haunted Museum. Et il aurait été justement racheté en 2019. Il y a aussi, bien entendu, la robe de mariée hantée de Anna Barker, qui, elle aussi, si je ne me trompe pas, est dans un musée. La poupée d'Annabelle, hein, bien sûr, comme dans le film, pour si vous l'avez vu, là, la poupée qui était entre les mains des Warren. Bien sûr, il y a aussi la toile baptisée L'Homme angoissé. Son propriétaire, Sean Robinson, en aurait hérité de sa grand-mère qui la possédait depuis déjà 25 ans et l'avait gardée bien cachée au grenier. Selon la bonne dame, la toile était en fait le mal incarné. Elle avait été peinte par un homme qui avait utilisé son propre sang et puis s'était suicidé peu après. Et puis d'ailleurs, Sean Robinson, peu effrayé par l'histoire, avait décidé d'accrocher la toile chez lui, mais peu de temps après, il a commencé à entendre des cris et des pleurs, et une fois, il aurait aperçu une silhouette sombre dans un des coins de la pièce où était accrochée la toile. Le cas de la toile de l'homme angoissé n'a rien d'unique. Il en existe d'ailleurs quand même beaucoup, hein, on ne se le cachera pas. Puis ça n'a rien d'étonnant, hein, après tout, la confection d'une toile est quelque chose d'assez personnel. Et puis son créateur peut d'ailleurs y mettre tellement d'énergie qu'une partie de lui, on pourrait penser, pourrait se transposer dans la toile. Hein. Tout est possible après tout. Mais avec tout ça, je m'égare un peu, et ça m'arrive très souvent d'ailleurs. Revenons-en au dictionnaire infernal. Alectriomancie, divination par le moyen du coq, usité chez les anciens. Bon, là, vous allez voir, c'est quand même assez intéressant. Voici quelle était leur méthode. On traçait sur le sable un cercle que l'on divisait en 24 espaces égaux. On écrivait dans chacun de ces espaces une lettre de l'alphabet. On mettait ensuite un grain d'orge ou de blé sur chacune des lettres. Ensuite, on plaçait le coq dressé à ce manège et on observait comment celui-ci mangeait les grains et surtout dans quel ordre. Hein? Et là, évidemment, ça a formé un mot ou un nom et c'était justement la solution à ce que l'ancien voulait savoir. D'ailleurs, à une époque, des devins, parmi lesquels Jean Blic, voulait connaître le successeur de l'empereur Valan. Ils employèrent justement l'alectromancie. Le coq tira les lettres Théo. Valan, qui fut finalement au courant du manège des devins, les fit tous tuer. Et puis on dit même que celui-ci a tenté de se défaire de tous les gens dont le nom commençait par Théo. Vous voyez ici, il y a quand même quelques similitudes avec le roi Hérode de la Bible.
Bon, sauf que dans la Bible, les rois mages n'avaient pas utilisé le Louija à poulet, qu'on pourrait dire, hein? Ça me fait penser un peu à Paul la Poulpe. Celui-ci faisait les prédictions des parties de football en ouvrant une boîte aux couleurs de l'équipe gagnante. Un petit peu similaire. Si je me souviens bien, il est mort il n'y a pas si longtemps, mais je peux me tromper. Là, vous aurez remarqué qu'il y a plusieurs sortes de divination et on utilise des moyens tout aussi différents les uns que les autres. Et puis, le dictionnaire infernal en contient beaucoup. En voici quelques-unes. L'aleuromancie, la divination qui se pratique avec de la farine. L'alphytomancie, la divination par le pain d'orge. L'amyomancie, la divination sur la coiffe ou la membrane qui enveloppe quelquefois la tête des enfants naissants. L'armomancie, la divination qui se faisait par l'inspection des épaules, entre autres par la musculature ou par la largeur. La bélomancie, hein, la divination par le moyen des flèches. Et puis allons-y d'un petit classique, la captomancie, la divination par la fumée. Les anciens en faisaient souvent l'usage. Hein? On brûlait de la verveine ou d'autres plantes sacrées et on observait le feu et la fumée, la direction dans laquelle justement les flammes et la fumée prenaient, puis on en tirait des présages. Hein? On distinguait deux sortes de captomancie. L'une qui se pratiquait en jetant sur du charbon ardent des graines de jasmin ou de pavot, et on observait la fumée qui en sortait. L'autre, qui était plus usitée, elle consistait à examiner la fumée des sacrifices. Quand cette fumée était légère et peu épaisse, c'était bon augure. On respirait même cette fumée et l'on pensait que cela donnait des inspirations. Ce qui n'est pas tout à fait faux, hein, parce qu'à notre époque, il y en a beaucoup qui respirent des émanations de fumée, puis ça leur donne des inspirations. Je pense entre autres à certains groupes de rock branchés des années 70. Bon bien, sur cette note d'humour, hein, on va terminer cet épisode. Dans le prochain, nous allons nous intéresser aux contes et légendes du dictionnaire infernal. Et puis on va se pencher également sur les définitions un peu plus longues du dictionnaire, les mots incontournables. Et puis, parce qu'on n'est pas pressé et puis qu'on peut s'étaler, je vais également faire une deuxième partie sur la thématique des démons. Parce que le dictionnaire en contient tellement qu'il est facile d'y revenir. Et pour les curieux, dans les prochaines berceuses occultes, on va s'intéresser au clavicule de Salomon. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et ne manquez pas de visiter la boutique du podcast. Vous pouvez y trouver toutes sortes de jolis produits, dont des t-shirts, des tasses, et visiter notre page Instagram qui est aussi remplie de très jolies images. Hein? Et puis, si vous voulez me voir jouer, m'adonner justement aux jeux vidéo, vous pouvez vous abonner à mon Twitch. C'est une drôle d'idée de ce bon Christelle, mais j'ai mon petit succès. Je suis un redoutable adversaire dans Zuba. La façon la plus facile, c'est de visiter la page du podcast de Balado Québec. Là-bas, vous allez trouver tous les liens pour continuer votre expérience du podcast. Et au plaisir justement de vous voir et de vous parler. Hein? Ben c'est ça qui est ça.